Qui n'a pas connu cette grosse fatigue au travail, cette envie de jeter l'éponge? Récemment, ce surmenage constaté dans le bureau est de plus en plus fréquent, à tel point qu'on se demande si ce n'est pas un phénomène de société, voire un syndrome dans la civilisation postmoderne. Bienvenue à l'entretien de France 24 et pour nous parler de ce phénomène, Pascal Chabot, qui vient de signer aux Presses universitaires de France un essai passionnant sur la question Global Burnout. Pascal Chabot, bonjour. Bonjour. Alors, le burn-out, voilà, c'est ce surmenage, cet épuisement au travail, dans les bureaux. Comment on peut le comparer par rapport à la dépression? Ça existait, ça, ce relâchement qu'on avait? Quelle est la différence? Tout à fait. Le terme burn-out apparaît dans les années 80 à New York. C'est un psychiatre qui s'appelle Freudenberger qui a constaté sur lui-même un état d'épuisement après des années dans une free clinic, donc une clinique où on soignait des toxicomanes. Il se dévouait énormément à son travail et un jour il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus, il s'est enregistré lui-même, donc dans une sorte d'auto-analyse car il était formé à la psychanalyse et il a entendu dans sa voix de la fatigue, du cynisme également, et puis par rapport à son travail, il sentait aussi qu'il y avait une perte d'efficacité assez importante. Et en y réfléchissant, en parlant avec ses collègues également, il s'est dit que la meilleure manière de le nommer, c'était par cette métaphore d'incendie, puisque burn-out en anglais, c'est une combustion, oui, un incendie de la personne. En fait. C'est vraiment être cramé. Voilà. Ce serait une des meilleures manières de le traduire en français. Avoir tant donné, finalement, et surtout dans une profession comme celle de médecin qui était dévoué au service des autres, avoir tant donné, et puis à un moment, être vidé, se sentir vidé de l'intérieur. Oui, mais alors ce burn-out, on constate aussi qu'il est, comment dire, qu'il a eu peut-être justement, vous parliez de médecins, c'est plutôt ça concerne des métiers où il y a une mission ou un idéal. Comment expliquer ça aussi? À l'origine, très fort. À l'origine, donc, ce sont les médecins, les infirmières, également les enseignants qui sont thématisés dans le livre de Freudenberger de 1980. Par la suite, de nombreux autres cadres professionnels vont se servir du terme. Mais pourquoi les professions d'aide? Pourquoi ces professions à forte composante idéaliste? Pourquoi ces professions dont finalement Freud disait qu'elles étaient impossibles, puisque Freud dit il y a 3 métiers impossibles avec la modernité: soigner, gouverner, ainsi qu'éduquer? Eh bien, d'abord parce que le résultat n'est jamais entièrement satisfaisant. On ne peut pas être tout à fait sûr d'arriver à ses fins quand on éduque, par exemple, ou quand on soigne, surtout pas pour un psychiatre. Et puis aussi peut-être parce que dans notre société, qui est une société à composante technologique extrêmement forte, et qui valorise tout de même l'efficacité, la puissance et la rentabilité, eh bien, ces métiers, c'est pas qu'ils soient dévalorisés, mais c'est que ils sont attachés à l'humain, ils sont attachés à la fragilité humaine, ils sont attachés à une chose qui, dans notre société, n'est peut-être pas ce qui est le plus valorisé. Oui, alors vous parlez de trouble miroir en parlant du burn-out. Expliquez-nous cette expression. Pourquoi trouble miroir? Ça reflète quelque chose? Pourquoi cette miroir? Tout à fait. Je vais chercher une analogie avec la dépression. Pour moi, la dépression n'est pas un trouble miroir, puisque elle peut être un sentiment qui envahit l'être suite à une perte, par exemple, ou qui est assez général. Le trouble miroir, au contraire, c'est un trouble qui naît directement d'un rapport à un certain type de civilisation. Le trouble est miroir d'un excès, d'un trop, d'une composante vraiment sociale, comme la mélancolie l'était au XIXe siècle, comme la neurasthénie, comme le spleen baudelairien, qui est vraiment une réaction à l'époque. À la modernité encore. Une réaction à la modernité. La neurasthénie également, chez Proust, elle est vraiment à la convergence entre idéal romantique d'une part et puis modernisation de plus en plus importante au moment de la Première Guerre mondiale.
et trouble miroir, le burn-out de 2012, de 2013, de notre civilisation. Oui, absolument. Et ça me fait penser, justement, ça reflète comme un malaise dans notre civilisation postmoderne. Et ça me faisait penser à un livre d'un romancier canadien qui s'appelle Douglas Coupland, qui avait écrit Génération X, où c'était une génération de personnes qui étaient un peu coincées entre les hippies et les yuppies, c'est-à-dire c'était des gens qui n'avaient plus du tout envie d'être ils étaient lucides par rapport à la société de consommation, ils l'avaient intégrée, ils n'avaient plus les utopies des années 60, ils étaient revenus de ça, parce qu'il faut dire que beaucoup de hippies sont devenus quand même plutôt yuppies, et puis ils n'avaient pas envie de, de devenir des requins, et ça me fait penser tout à fait à ça par rapport à cette civilisation de la performance. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes dans une époque profondément ambiguë. Personnellement, je l'aime énormément et je la redoute aussi énormément. Il y a un rapport du ni-ni à l'époque, c'est-à-dire que nous ne pouvons adhérer aux valeurs du progrès ou de la rentabilité pour la rentabilité, qui sont plutôt les valeurs utopiques dont vous parliez, et les idéaux radicalement anti-progrès sont impossibles à suivre également. Nous devons au progrès certains des aspects les plus considérables et les plus anti-misérabilistes aussi de notre société, par exemple la médecine de pointe. Donc on est dans cet entre-deux, dans cette ambivalence par rapport au progrès, et peut-être le burn-out est-il une perte de sens, est-il une maladie du sens finalement qui affecte certaines personnes qui donnent tout à un système. Alors comment vous expliquez dans votre livre aussi, parler de personnes qui donnent tout, souvent vous parlez vous avez un chapitre qui est dédié au burn-out féminin. Pourquoi ça touche beaucoup les femmes? Il m'a semblé en effet que les femmes pouvaient être plus concernées par ce trouble. D'abord parce que les métiers où le burn-out est le plus souvent diagnostiqué, par exemple des métiers d'aide comme les métiers d'infirmière, sont des métiers qui sont souvent plus féminins, où il y a toute une série de pièges. Par exemple, le piège de la compassion, qui était très bien documenté par Pascal Molinier, où on voit bien qu'on demande aux femmes d'être plus compassionnelles, comme s'il était naturel à une femme d'être compassionnelle, alors que la compassion est une compétence professionnelle qui est construite. Je pense également... Elles prennent sur elles, en fait. Elles prennent sur elles, mais elles ne le font pas naturellement. Absolument, comme tout être humain. Donc, tout à fait. Voilà. Tout à Donc, fait. Il n'y a pas de raison qu'elles soient plus compassionnelles que les hommes, mais c'est juste la société qui projette ça. Et un idéal type de l'infirmière qui est encore présent dans beaucoup de mentalités. Oui, qui ne compte pas ses heures, etc. Tout à fait, tout à fait. Alors qu'elle compte ses heures comme d'autres, et alors qu'elle a aussi peut-être des enfants à la maison comme d'autres. Il y a donc toute une question de la reconnaissance et de la culpabilité. Je qu'on fait culpabiliser plus les femmes si elles s'occupent moins de leurs enfants que les hommes. Cela peut tout à fait arriver. Voilà. Cela peut arriver, et c'est pourquoi, effectivement, elles sont en première ligne dans ces cas de burn-out, et ce sont peut-être elles qui interrogent aussi le sens de leur travail avec une acuité importante, et qui se posent également la question du changement, se posent également la question de la métamorphose, parce que pour moi, c'est ça qu'il y a comme sens dans le burn-out, c'est l'ouverture à une question sur le sens de la vie, finalement. Oui, et en fait, moi, je pensais que le burn-out, en lisant votre livre, avait beaucoup en fait à faire avec la question philosophique du temps. Parce qu'en fait, on est un temps mesuré, le temps du capitalisme, en fait, technologique, où en fait le temps, c'est de l'argent. Et le burn-out, c'est une réaction par rapport à ce temps-là. Oui, vous savez, André Breton a fait graver sur sa tombe « Je cherche l'or du temps ». C'est la grande phrase de toute existence. C'est évidemment du temps qui est notre bien le plus précieux, et peut-être notre seul bien, que les choses les plus importantes, les plus intenses dans une existence peuvent découler. Or, nos technologies, à qui nous devons beaucoup, n'ont pas modifié le temps,
elles ont modifié notre perception du temps. Et en nous faisant gagner du temps, elles ont fini par nous en faire perdre énormément, ou en tout cas, elles ont fini par nous donner un sentiment d'accélération, un sentiment de vitesse qui, pour certains, pour certaines, est excessif. C'est-à-dire, effectivement, qu'on ne cherche plus l'or du temps, on cherche soit du temps doré, le jeu de mots est assez facile, soit on court après le temps. Et dans beaucoup de cas de burn-out, effectivement, cette course sans fin et sans sens est documentée et on voit que finalement, l'individu a l'impression de s'adapter toujours, mais l'existence humaine n'a pas pour fin d'être une constante adaptation. Hein. On cherche à se réaliser, on ne cherche pas à s'adapter, on s'adapte pour se réaliser. Oui, c'est pas l'adaptation pour l'adaptation. L'adaptation pour l'adaptation est absurde et frustrante. L'adaptation pour la réalisation est, elle, valorisante. Vous parliez justement d'un type qui était dans la Silicon Valley, qui faisait des articles de philosophie, mais tellement à la chaîne qu'il a abandonné, et il pensait faire un bon métier, et puis finalement il préférait réparer des motos. Mais oui, c'est Matthew Crawford qui est un philosophe américain. Il a un livre magnifique qui s'appelle Éloge du carburateur, où il raconte cette frénésie, cette compulsion de résumer. On lui en demandait une vingtaine, voire une trentaine par jour, sans qu'il puisse s'intéresser véritablement à la matière de ces articles. Et puis après un an ou deux à ce rythme-là, il a jeté l'éponge pour retourner vers la matière et vers les motos. Voilà, donc il faut prendre plus de temps en fait, il faut prendre son temps pour ne pas faire le burn-out. Le temps est la valeur la plus précieuse, le temps et les autres, oui. Pascal Chabot, merci infiniment. Donc merci d'avoir suivi l'entretien de France 24. Restez avec nous pour le reste de l'information.